Comment ça va, Marine? Je suis très contente de revenir. C'est ta deuxième fois ici. T'étais venue il y a quelques semaines pour nous faire un mix. Et t'es de retour et on a pensé à toi avant les fêtes. Et on t'a demandé les morceaux à écouter pour les jours de Noël. Et tu as choisi Elvis Presley, c'est ça? Oui, j'ai choisi une balade d'Elvis. Alors, c'est pas un lien direct avec Noël, mais c'est un morceau que j'aime beaucoup et je trouve qu'en fait, la voix d'Elvis à elle seule, c'est un peu comme un chant de Noël. Donc voilà, c'est Blue Hawaii d'Elvis Presley. On t'a demandé le morceau à écouter le jour de l'an. En fait, c'est un morceau qui est un peu nostalgique, un peu mélancolique. Et moi, en fait, je trouve le Nouvel An, c'est un peu triste, en fait. Je trouve pas que Merci. C'est le soir le plus éclaté de l'année. On est d'accord. Ouais, mais évidemment. C'est un peu la dépression. T'as une pression sociale de faire la meilleure fête. C'est pas forcément là où les gens s'amusent le plus. Pour faire des fêtes souvent, c'est clairement pas le Nouvel An ma fête préférée. Et du coup, je trouve qu'il y a un truc plus d'introspection sur l'année qu'on a passée. Et je trouve que d'écouter de la musique un peu nostalgique comme ça, moi, ça me fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer un bon jour de l'an? Faut rester chez soi? Possiblement. Il faut faire ce qu'on a envie de faire, mais faut pas se forcer à trouver la soirée, la fête, à se déguiser pour le jour de l'an, à faire la bise à des gens qui nous aiment pas. Ouais, je pense qu'il faut le passer avec des gens avec qui on a envie de continuer l'année prochaine. Exactement. Ça sera le mantra de ce jour de l'an. Restez avec les gens avec qui vous voulez passer l'année prochaine. C'est le conseil de Marine Neuilly. On t'a demandé le morceau du lendemain de jour de l'an. Queen avec My Melancholy Blues. Pourquoi ce blues du 1er janvier? Justement, je trouve que dans la continuité de cette soirée qui n'est pas forcément notre soirée préférée, je trouve qu'il y a un côté un peu toujours un peu triste. Du coup, j'aime bien ce morceau parce que justement, il chante sa mélancolie, il a le cœur brisé et c'est un piano-voix. Ce morceau est très très beau. J'adore ce morceau. On t'a demandé le morceau qui te rappelle un Noël de ton enfance. Pourquoi est-ce que ce morceau de Michel Polnareff te fait voyager en enfance, Marine Neuilly? Parce que en fait mes parents écoutaient beaucoup de variétés françaises et je me souviens on écoutait aussi Alain Souchon, France Gall, Eddie Mitchell et ça fait partie aussi de ma culture musicale d'aujourd'hui. J'adore écouter de la variété française. Je trouve que il y avait une plume à l'époque où on écrivait vraiment les textes, il y avait vraiment des très beaux textes et je trouve que voilà, c'est important de continuer à les écouter. Parce que c'est ce qu'on aime. C'est de la bonne musique en fait. De la bonne musique et des bonnes choses. Alors pourquoi ce mot variété? C'est ça que j'ai jamais compris. Oui, je comprends pas pourquoi c'est toujours connoté un peu négatif, alors qu'en fait c'est les plus belles chansons qui ont été écrites quoi. Parce que variété c'est un peu fourre-tout, c'est un peu supermarché. C'est plus ça passe à la radio, c'est de la variété, c'est je sais que quand moi j'ai fait de la musique, c'était un peu le problème, c'est qu'il fallait qu'on fasse du français pour être joué à la radio. Et donc c'est un peu ce truc fourre-tout et en fait ça rend pas service je trouve à des chansons, des artistes qui sont incroyables. À des plumes, à des auteurs, à des compositeurs qui ont marqué l'histoire comme Michel Polnareff. Alors je vous fais un petit conseil pour Noël, pour les fêtes. Moi je vous donne un truc. Mon jour de l'an, c'est une série que je vous conseille, ça s'appelle Jojo Bizarre Adventure. C'est un animé, c'est un manga incroyable. Je te raconte l'histoire. C'est un mec qui s'appelle Jonathan Joestar. Qui accueille dans sa famille un jeune appelé Dio et en fait ce jeune Dio est habité par le mal et ils vont se faire la guerre de génération en génération et avec à chaque fois des histoires incroyables. C'est pour ça que ça s'appelle Jojo Bizarre Adventure. Je vais pas trop en dévoiler parce que c'est vraiment bizarre. Et il y a un personnage qui s'appelle Polnareff en hommage à Michel Polnareff et c'est incroyable de voir le plus bel animé de tous les temps rendre hommage à Polnareff. Et il faut savoir aussi que dans Jojo Bizarre Adventure les styles sont tellement dingues que des couturiers comme des marques comme Gucci en fait ont rendu hommage au Japon à Jojo en faisant des collections spéciales dédiées au personnage. Et vraiment je vous conseille de regarder. Là il y a une 6e saison qui s'appelle Stone Ocean avec pour la première fois une héroïne féminine dans une prison. C'est bien. Et c'est incroyable, vraiment, je vous conseille Jojo Bizarre Adventure. Voilà, c'était mon conseil pour le jour de l'an. Marine Neuilly, on revient à toi, c'est beaucoup plus intéressant. T'as choisi un morceau pour les gens qui font la fête seuls, et t'as choisi ça. I was dancing in the lesbian bar, je dansais dans le bar des lesbiennes. Voilà, c'est de ça. Jonathan Richman, pourquoi? J'adore ce morceau déjà, c'est un morceau que justement en fait dans le morceau il dit qu'il danse seul dans un bar et après on l'emmène dans un bar lesbien et là d'un seul coup il s'amuse vraiment et non, je trouve que ce morceau il a une bonne vibe et je trouve que pour les gens qui sont seuls, je sais pas, c'est un bon morceau. On pense très fort aux gens seuls pour le jour de l'an parce que finalement même quand on est avec du monde on est seul. Je vais pas te demander où tu vas faire la fête le 31, malheureusement les clubs vont être fermés, les boîtes de nuit vont fermer. Moi, je vais peut-être travailler. Je suis encore en option sur une date, donc
on verra. Donc alors c'est quoi cette date pour l'instant en option? Bah, je sais pas si je peux en parler. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un truc privé, donc je sais pas. On dit rien. C'est secret. On dit rien, c'est secret. Moi, ça me va si je peux travailler, c'est très bien. Et si je travaille pas, je serai avec des copains, mais je vais pas faire. Je pense que ça va être chill, genre, un peu de. Enfin, je sais pas. J'ai pas prévu. Est-ce que t'as des amis DJ qui sont impactés par ce qui vient de se passer? Oui, malheureusement, mais c'est vrai que c'est long et on était content de pouvoir repartir. Et c'est vrai que pour tous ceux qui mixent beaucoup en club, enfin même moi je pense à tous les clubs et tous les gens qui travaillent en club. On parle souvent des DJ, mais il y a aussi les gens qui travaillent dans les clubs, donc même les barman. Ou au final, ça touche en fait beaucoup de gens. Et c'est vrai que c'est un peu long là à repartir, donc il va falloir se serrer les coudes et se dire que déjà on a pu faire des fêtes, on a déjà pu reprendre. Je pense qu'il faut continuer d'être optimiste. Merci pour ce message, ça fait du bien un petit peu d'optimisme, Marine. C'est la deuxième fois que tu viens. J'espère que tu reviendras en 2022. Mais avec plaisir. Je te le dis, t'es chez toi ici. Moi je t'encourage à faire ton podcast. Voilà, je milite pour ça. Il faut que tu délivres aux gens ta culture, ta science et ta passion de la musique. C'est de plus en plus rare et t'as du talent, donc fais-nous kiffer. Bah, franchement, merci beaucoup. Je suis trop contente. Déjà, ça me fait plaisir de venir et ça me fait plaisir de pouvoir parler de musique et d'échanger. Et c'est super cool. Et pourquoi pas? Je pense qu'il faut que je m'y mette, mais j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, donc c'est. Bah oui, parce qu'il y a aussi l'activité DJ, il y a la créatrice de mode. Voilà, il y a ma marque qui me prend aussi du temps. Ça s'appelle La Chatte de Françoise. Voilà, très bien. Tu voulais que je le dise en fait? Pas du tout. Parce que je confonds des fois. J'ai failli dire la chatte à Françoise, mais non. Oui, c'est vrai que souvent de Françoise. La chatte de Françoise. Parce qu'on dit un fils de pute. Se reconnaîtront ceux qui en sont, comme on dit. Merci beaucoup, Marine. On est avec une légende vivante du DJing et je suis honoré de la recevoir pour la dernière de l'année. Chloé, comment ça va? Ça va bien, merci. Je suis hyper fier de te recevoir. Voilà, je suis très content. Ouais. Bah, écoute, et merci. Toute l'équipe également, tout le monde était trop content quand on a su que tu venais. Merci beaucoup d'être dans les studios d'Europe 1. Voilà, moi j'ai eu des souvenirs mémorables en club quand t'étais là. Tu savais pas que j'étais là, mais j'étais là. Ça fait phrase de psychopathe, mais je suis pas un psychopathe. T'as pas l'air en tout cas d'être un psychopathe. Non, pas du tout. Chloé, tu viens de composer la musique du spectacle Counting Star with You de Maud Le Pladec. Le spectacle est présenté au théâtre de Chaillot jusqu'au 16 décembre et tu viens de sortir le single Dark Room. Mini bio, Chloé. Tu es née à Paris. Oui. C'est bien ça. Tes parents se rencontrent dans une ville où l'on danse, Ibiza. Ce sont eux qui te transmettent le goût de la musique. C'est vrai ou faux? Entre autres, oui. Voilà. Ta mère était DJ à Londres. Elle a fait plein de choses, dont DJ. Je l'ai appris quand j'ai commencé à mixer. Petite, elle te réveille le matin avec les musiques de la Motown. Oui. Du disco. Oui. Et il y a ton père qui joue de la guitare. Qui joue de la guitare et qui a une grosse collection de disques très variés. Et qui t'a appris à en jouer. Qui m'a montré quelques notions, mais qui m'a surtout fait écouter beaucoup de disques. Et toi, ça a été quand la première fois où tu t'es dit la musique fera partie de ma vie? Peut-être en commençant à jouer sur la guitare justement de mon père. Après, j'ai rencontré à l'école assez jeune des amis qui jouaient des instruments, et la guitare c'était un instrument assez facile parce qu'on peut l'amener un peu partout, elle coûte pas trop cher. Je faisais pas partie de ces enfants qui pouvaient avoir des leçons de piano. Et puis aussi parce que j'aimais bien les répertoires qu'il y avait à la guitare, donc j'essayais de rejouer ce que j'entendais. J'adorais les Beatles, les Velvet Underground, tout ça, et c'était assez facile comme accord surtout, donc voilà. Dans les années 90, la musique électronique déferle en Europe et en Allemagne. À l'époque, t'es étudiante en droit à Assas, le jour et la nuit. Ouais, disons que j'ai commencé à sortir dans les clubs, les raves dans les années 90. Donc j'étais jeune, je crois que mes amis ne comprenaient pas très bien ce que je faisais de mes week-ends. Moi-même non plus d'ailleurs, je crois. Et puis voilà, et puis je jouais, j'oscillais à côté entre la guitare. J'adorais aussi le cinéma de minuit. Je regardais les vieux films, et puis j'adorais aller en club aussi. Et puis un peu par hasard, voilà, je suis restée dans la musique électronique. Pourquoi est-ce que la nuit, c'est un espace de découverte en fait? Pourquoi est-ce que la nuit on a l'impression que les sensibilités sont exacerbées, qu'on peut découvrir des choses, des sons, et qu'on est plus curieux finalement que lorsqu'on écoute, moi je sais pas, la radio, pour dire là où on est?
Ouais, c'est vrai. Ben, disons que plus jeune, j'étais très attirée par la nuit, parce que peut-être je trouvais dans la nuit ce que je trouvais pas le jour. Je faisais des rencontres improbables et intéressantes, et j'ai rencontré des gens que je vois toujours aujourd'hui, d'autres plus du tout. Et puis, je rencontrais plein de gens de catégories socio-professionnelles complètement différentes, et aussi bien des artistes, des avocats, des ouvriers, enfin peu importe. Et c'était cool, et j'aimais bien le fait de rencontrer aussi j'ai rencontré aussi des musiciens qui s'intéressaient aussi à la musique électronique, et comme j'aimais la musique, j'ai assez rapidement, je voulais voir ce que c'était. J'étais fascinée par le rôle du DJ, en fait. J'aimais bien cette position qui me convenait peut-être bien, parce que j'étais assez réservée, assez timide, et j'aimais bien ce côté justement où la musique électronique pour moi avait une puissance, en fait, et en même temps il y avait le DJ qui était qui était pas forcément mis en avant tel qu'on peut le voir aujourd'hui, et j'aimais bien certainement cette ambivalence. Ouais. Tu passes de la guitare à un autre instrument qui est le sampler. Comment est-ce que tu as découvert cet instrument, et comment tu as appris à le manier, en fait? Comment tu as appris à manier les machines? C'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de tuto sur YouTube à l'époque. C'est ça. Et donc j'ai acquis un Atari à l'époque, parce qu'on commençait sur des Atari. Atari ST avec Cubase. Voilà, exactement, et avec sampler. Et j'ai économisé très longuement pour à chaque fois avoir mon sampler, mon synthétiseur, tout ça. Et puis après, j'allais dans les boutiques, je posais des questions, j'entrais timidement, et on me regardait un peu, genre mais qu'est-ce que c'est que cette personne qui vient poser des questions? Et pourquoi? Mais parce qu'en fait, j'étais une fille déjà, et il y avait pas de filles j'en connaissais pas vraiment dans la musique électronique, qui produisait parce que métier DJ c'est une chose, producteur c'en est encore une autre, de composer en musique électronique. Et j'avais pas forcément, j'ai eu des expériences où j'ai travaillé avec des gens en musique électronique, où j'étais derrière, et quelquefois, ce qui revenait souvent, c'est cool, tu vas pouvoir nous faire des voix, tu vas pouvoir chanter et tout, sauf que moi ça m'intéressait pas plus que ça, même si j'aimais bien chanter. Toi, tu voulais orchestrer, fabriquer, produire, concevoir, imaginer, avoir la vision. Ouais, j'étais vraiment curieuse, et puis surtout je voyais un moyen d'être indépendante, et donc j'ai travaillé pour comprendre un peu comment ça fonctionne tout ça, et puis voilà, c'est ma curiosité personnelle aussi, je suis comme ça, j'aime bien aller au fond des choses, au bout des choses, et comme la musique électronique, on a des outils qui sont en perpétuelle évolution, on est obligé de s'intéresser aux nouvelles technologies, donc je trouve que c'est hyper intéressant de mélanger à la fois des outils du début et puis des effets d'aujourd'hui. Et voilà. Avant, pour faire de la musique, comme tu le dis, il fallait aller dans les magasins spécialisés, dans le 17e arrondissement, où il y avait des mecs avec leurs sampleurs et leurs trucs. Aujourd'hui, un téléphone, ça suffit. Est-ce que toi, t'arrives à t'adapter à ça? Ouais, en fait, chacun fait comme il veut. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai téléchargé des applications sur les téléphones pour voir un peu ce que ça donnait. Je trouve ça cool, mais après, je suis habituée à mes outils aussi. C'est bien un peu de se bousculer. J'essaie d'intégrer parfois des nouveaux outils, ou par exemple, quand t'as un iPad et t'essaies de télécharger des petits plugs, voir un peu ce que ça peut donner. C'est des petites choses, des petits outils, mais ça ne deviendra pas forcément l'élément essentiel pour moi de faire un morceau. Et en même temps, le challenge de faire un morceau en entier comme ça peut être marrant. Ton histoire est liée à un club mythique à Paris. Ce club, c'était le Pulp. Et ce qui est dingue dans ce club, c'est l'association de gens qui se retrouvent pour monter ce club, où il y a eu une énergie folle. Moi, j'ai eu la chance d'y aller, j'ai eu la chance de vivre mes soirées les plus dingues. Et alors, je le dis, j'ai compris très tard que c'était un club avec des lesbiennes. Pour moi, c'était un club où il y avait de la musique de dingue. Et c'était l'électroclash, c'était des DJ qui passaient dans tous les sens. Il y avait à l'époque même Mehdi qui jouait là-bas et tout ça. C'était incroyable. Et dans l'association du Pulp, il y avait également des gens comme Rachida qui avaient contribué à monter ce club. Est-ce que tu peux raconter, pour les gens qui ne connaissent pas, c'était quoi le Pulp et pourquoi c'était un club aussi incroyable? Moi, je l'ai très mal raconté,
Non, mais... tu racontes, chacun a son histoire en fait avec le pulp. Mais en fait, t'as dit pas mal de choses quand même. En effet, donc c'est un club sur les grands boulevards qui a ouvert, qui au début s'appelait l'Entracte, qui s'est appelé ensuite le Pulp par DJ Sextoy qui a proposé, qui s'appelle le Pulp. Et voilà, il était donc sur le même trottoir que le Rex Club, et le Rex Club qui était vraiment donc qu'il est toujours le temple de la techno avec les grands DJ qui l'ont joué. Le Pulp, pour le coup, c'était effectivement une boîte de filles pour les filles, exclusivement pour les filles. Et puis voilà, il y avait les soirées du jeudi. Le jeudi soir. Dédicace à Sabine si elle nous écoute. Ah, Sabine, voilà, exactement, je la connais. Eh bien, oui, parce qu'il prouve bien que tu venais en effet. Bah oui. Et du coup, oui, donc c'était la grande phrase, c'était toujours c'est un club tenu par les filles pour les filles où les garçons ont le droit de venir, mais s'ils se tiennent bien évidemment. Et voilà, donc il y a eu des soirées ouvertes un peu plus à tous, et c'est vrai que Sabine faisait l'entrée, et je pense que c'était un travail important parce que ça déterminait un peu aussi l'ambiance à l'intérieur, et donc voilà, tout le monde était un peu sous observation, c'est-à-dire qu'il fallait effectivement bien se comporter, on en parle souvent aujourd'hui dans les lieux, dans les sociétés, tout ça, mais c'était une devise déjà très très forte au Pulp. Et puis moi je remercie vraiment toute l'équipe du Pulp parce que ça contribue justement à un côté d'éducation en fait. Ouais, ça contribue à ça parce que on a souvent l'impression que les clubs c'est juste une culture festive, mais il y avait derrière le Pulp un engagement militant sans être relou en plus. Ouais. Il n'y avait pas ce côté-là, c'était pas relou. Ouais, complètement. Et puis justement, ça défendait la parité aussi. Même s'il y avait plus de filles, forcément, parce que c'était tenu par des filles. Moi, j'ai eu ma résidence d'abord le vendredi, à une époque où la musique électronique n'était pas vraiment dans le Pulp, et où il y avait d'autres DJ comme justement Sextoy, Smag, Jennifer Cardini et bien d'autres. Et en fait, quand on a commencé le vendredi, il y avait la musique généraliste d'abord jusqu'à 3h du matin, et après, à 3h du matin, c'était musique électronique, et voilà, et là il y avait un moment où en fait il y avait des filles qui venaient nous insulter parce qu'elles aimaient pas du tout la musique électronique, elles préféraient qu'on ça jouait variété avant, et puis d'autres qui restaient et qui découvraient la musique électronique, et puis à la fin de la soirée, hop, on devait repasser des musiques un peu différentes et plus variées, donc en tout cas c'était une bonne école, ouais, même pour moi, puisque j'ai commencé très jeune là-bas, j'étais résidente, donc j'ai vraiment vécu la résidence de DJ où tu fais vraiment l'ouverture et les soirées. Et Chloé, je suis très content de te recevoir ce soir parce que t'es aussi, tu casses un autre cliché, c'est qu'on dit souvent que les DJ sont des gens qui réfléchissent pas. Et moi, j'ai lu beaucoup de tes entretiens et t'as souvent pris des positions, t'as souvent eu de la hauteur, de la réflexion. Un DJ, c'est pas juste quelqu'un qui passe des disques en fait. À partir du moment où on a une audience, on a une responsabilité. Ouais, c'est-à-dire que non, on n'est pas effectivement que des pouces-disques. Après, c'est vrai que moi, si je faisais que DJ, peut-être je m'essoufflerais un petit peu. Je serais pas peut-être encore là aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est aussi la production. C'est ça. C'est que la production me permet de peut-être aller un peu plus loin que ce que je fais en DJing, et après de présenter des lives et de présenter la musique, ma musique sous d'autres formes, et de me mettre un peu plus en danger. Mais j'adore toujours le métier de DJ. C'est vraiment quelque chose où je suis en perpétuelle, c'est pas que je suis en perpétuelle mise en question, mais j'adore justement jouer à la fois des morceaux d'aujourd'hui, des morceaux du passé, et puis tout le temps en fait écouter à la fois tous ces nouveaux producteurs justement et productrices d'aujourd'hui, et les mélanger à des sons d'avant, et ça c'est passionnant. Donc peut-être que si je faisais que DJ, on dit que je faisais pas de la production musicale, peut-être je ferais autre chose à côté, peut-être je ferais du café, peut-être je ferais, je sais pas, je tiendrais une boutique de livres. Ça peut cartonner, hein. Ouais, il y en a d'autres un peu plus intimes. Éthique. J'ai une autre question. En ce moment, le monde de la nuit est sous pression depuis les annonces sanitaires. Pourquoi ces annonces-là sont en priorité sur le monde des clubs? La plupart des responsables du milieu de la nuit considèrent ça comme une injustice. Les employés des clubs sont pour la plupart dévastés, ne savent pas comment ils vont passer les fêtes. Toi, en tant qu'artiste, en tant que productrice et en tant que DJ, comment est-ce que tu vis ces annonces-là?
Moi, c'est vrai que je les vis forcément de façon injuste, même si je suis obligée d'être aussi responsable et du coup en quelque sorte d'assumer cette responsabilité, enfin cette décision prise par le gouvernement. Mais en effet, le milieu de la nuit et le milieu du clubbing a été le premier impacté et ont été les derniers à réouvrir. Et là, dès qu'il s'agit de reprendre en effet une mesure, on s'en prend encore une fois au milieu du clubbing. Il faut savoir qu'en tant que DJ, si je considère juste l'activité de DJ, je veux dire, moi j'ai la chance de pouvoir faire de la production musicale, d'avoir d'autres projets avec d'autres univers, mais si on s'en tient que à l'activité DJ, j'ai beaucoup de collègues qui ne font plus ce métier en fait, qui n'ont pas pu tenir. Il y a des aides qui ont été mises en place très tardivement, malheureusement, et c'est un métier qui est peut-être mal compris par pas mal de personnes finalement qui comprennent pas, parce qu'après il y a en effet nous, c'est vrai que dans le milieu dans lequel je suis, qui est celui du clubbing, il y a quand même, j'estime que on estime qu'en fait, ça fait partie du milieu de la culture. Et donc, l'idée, c'est vraiment, en fait, qu'il faut que vraiment le clubbing soit défendu, comme un art, quoi, en fait. Et je veux dire, on fait venir, je rayonne à l'étranger partout dans le monde depuis de très nombreuses années, de la même façon qu'on fait venir de très nombreux artistes dans les clubs. Il y a vraiment une scène française qui existe et qui s'exporte. Et donc on peut que le prendre personnellement, et j'aimerais bien en effet qu'il y ait des mesures qui sont un peu plus considérées pour respecter l'activité des DJ. On espère que le message passe. On t'a posé quelques questions quand même. On t'a demandé ton premier souvenir musical en club et tu as répondu ça. C'est un traumatisme ce morceau. À chaque fois que je l'entends, je suis... Un traumatisme dans quel sens Positif. Ah oui. C'est un choc en fait. En fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'il sonne toujours hyper bien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'il a été fait aujourd'hui. Il sonne super bien. Ultra bien produit. Hyper bien produit. Il a été samplé, repris de très nombreuses fois. Et j'ai l'impression, je crois que tous les styles d'artistes DJ ont à un moment donné joué ce morceau-là. Moi, c'est un morceau. Et puis aussi, il y a la particularité de ce morceau, c'est le fait qu'il change de tempo en plein milieu, ça c'est... La progression qui est folle, ouais. Ça c'est rarement vu. On t'a demandé le morceau pour faire redécoller une soirée et on continue dans le kiff avec ça. Indémodable. Ouais. C'est ce genre de morceau un peu intemporel comme ça, avec... c'est les sons un peu acides comme ça, le début de la musique électronique, ça reste... moi, j'adore toujours autant, en fait. Il y a plein de prods aujourd'hui qui se font avec des TB303, de ces sons un peu acides. Et c'est ça, c'est des machines qui reviennent, en fait. Ouais. Même la TR8. Qui ne sont jamais vraiment parties, en fait. Ouais, la TR808, la TR8 aujourd'hui, parce qu'il y a maintenant, Roland a relancé des gammes, TR8S, TR8, tout ça. Et c'est la musique du rap maintenant. C'est la musique du rap en effet, et puis qui a été pas mal prise aussi. Il y a des morceaux de disco qui utilisent aussi il y a Marvin Gaye qui l'avait utilisé dans un de ses morceaux notamment. Et ouais. Chloé, un morceau intemporel dont on ne se lasse pas et tu as choisi ça. La voix de Donna Summer forcément, et puis cette basse arpeggio de Moroder avec le Moog. Qui a marqué certes son époque, mais qui sonne encore super bien aujourd'hui. Donc il y a la version courte 5 minutes et quelques, mais il y a la version très longue qui doit faire 12 minutes à peu près. Et pareil, je crois que c'est le genre de c'est certainement un des morceaux un peu comme le Lil Louis dans un autre genre, mais voilà, qui a été joué par pratiquement tous les DJ, je pense. Ça t'arrive encore d'avoir envie de le jouer? Ouais. Alors après, ce qui est assez fou, c'est qu'il sonne pas comme le Lil Louis toujours aussi bien, mais c'est pas grave. C'est bien de l'assumer, de le jouer aussi. Et la voix de Donna Summer, c'est incroyable aussi. C'est imbattable. Chloé, le meilleur slow selon toi, et tu as choisi Michael Careless Whisper. Eh oui, voilà. Bon, que dire de plus? George Michael, on l'aime toujours et on l'aimera toujours. Évidemment. Et il nous manque. Il nous manque. Chloé, merci d'être venue chez nous ce soir. Je te rappelle, le spectacle est présenté au Théâtre de Chaillot jusqu'au 16 décembre et tu viens de sortir le single Dark Room qu'on a écouté tout à l'heure. Ce spectacle, il s'appelle Counting Stars with You de Maud Le Pladec. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot avant de se quitter?
Alors déjà ce spectacle m'a occupé pas mal pendant les mois de confinement. Donc ça a été top. Ça m'a permis d'être en immersion dans cette création. Et donc j'ai eu la chance de collaborer avec des danseurs qui au départ n'étaient pas vraiment chanteurs et qui sont accaparés de répertoires de musiciennes et compositrices de l'époque du Moyen Âge à aujourd'hui. Donc l'idée c'était donc le Pladec a voulu donc traverser un répertoire de femmes et donc j'ai revisité toutes ces œuvres en y incorporant aussi un morceau original dont ce morceau Dark Room et voilà qui joue à Chaillot enfin. Eh bien, je vous conseille d'aller le voir. Merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup à toi. Je le redis, c'était un immense honneur de te recevoir sur Europe 1. J'ai le plaisir d'accueillir Tigara, qui vient de très très loin, qui vient du Japon, qui nous a fait l'honneur de venir avec plein de confiseries du Japon. Merci pour le régime, merci pour les calories, ça fait plaisir. Désolée, mais je suis sûre tu vas kiffer. C'est les fêtes de Noël, c'est pas grave, on s'éclate. Ouais. Tigara, cette année, t'as sorti une reprise de Je t'emmène au vent de Louise Attaque avec Léa Pachi. Tigara, Je t'emmène au vent, mais Tigara, c'est également ça, Girl Fight. Tu dis que c'est le morceau dont tu es la plus fière. En 2006, ce morceau s'est retrouvé sur le jeu vidéo FIFA 2007. Oui, c'est ça. Et le remix sur FIFA 2008, c'est énorme d'être sur un jeu comme ça. Ça, c'est juste par hasard, ça s'est arrivé quand j'ai vécu à Los Angeles. C'était trop bien, j'avais la chance. Oui. Alors, en quelques secondes où Tigara est dans les studios, on a entendu Japon, Los Angeles, jeux vidéo et Louise Attaque. Mais on va raconter la vie de Tigara parce qu'elle est folle. À la base, tu viens de Tokyo. Oui. T'es né là-bas. Oui. En 2008, t'as commencé à faire de la musique grâce à des amis brésiliens qui habitaient à Tokyo, c'est ça? Ah, tu as bien recherché moi. Ça a été quoi ton premier contact avec la musique? Le premier morceau? Ouais. La première fois que tu t'es dit j'ai envie de faire de la musique. Ah, ça c'est quand j'ai écouté le morceau de Baile Funk. Ouais. Bonjido Chigurao. C'est un morceau qui est incroyable. C'est un morceau qui est incroyable. Ouais. J'adore ce morceau. Ah, tu aimes? Mais oui, j'adore ce morceau. C'est marrant parce que j'étais à Noël une fois à Rio et j'avais découvert ce morceau. C'est dingue. Oui. Ah, trop bien. T'es la première artiste au Japon qui fait du baile funk. Oui, c'est la première. La première fois. Ouais. Qu'est-ce qui t'a touché dans cette musique? À part les paroles. C'est juste. On va pas parler des paroles. On va pas parler des paroles, mais c'est juste le rythme et la musique. Ça a tellement de passion et vraiment c'est vrai. Je peux sentir la voix de artiste et juste ça me donne à danser. Ça me donne envie de danser. Donc ça m'a donné la passion de faire la musique. Et cette connexion avec la musique brésilienne et le baile funk, ça t'a permis de te connecter avec d'autres artistes comme Diplo et Emaye, qui à l'époque étaient très très présents en club, qui tournaient beaucoup et qui commençaient à mélanger ces musiques, parce qu'à l'époque le baile funk c'était aussi un mélange avec la Miami Bass et Miami Bass, la ghetto tech, donc c'était des musiques qui se mélangeaient beaucoup à l'époque. Ouais, c'est ça. Comment ça s'est fait ces premières connexions avec Emaye et Diplo? Ça je les ai rencontrés au Japon pour la première fois et il y avait pas beaucoup d'artistes qui font le baile funk, sauf les Brésiliens. Donc on a parlé, on a de bonnes connexions et on a parlé de musique et moi j'ai fait deux albums au Japon. Donc ça c'était moi plutôt un peu ambassadeur de baile funk pour le Japon. Comment tu peux décrire aux gens qui ne connaissent pas l'ambiance d'un club au Japon, ce qui se passe dans un club au Japon? Pourquoi c'est particulier? Pourquoi c'est spécial? Ça, c'est parce qu'au Japon, déjà, la musique, c'est très différent. Et qu'est-ce qui est populaire? C'est J-pop. Le pop music japonais, c'est comme générique d'anime. Ça, c'est le pop music au Japon. Donc, le marché et de ceux qui les écoutent, c'est tellement différent. Donc, on a plein de boîtes et des soirées différentes. Donc, il y a des soirées de générique d'anime, et il y a des soirées de hip-hop, il y a des soirées de electro house. Donc, et puis il y a des clubs comme le Womb, la musique est très underground. Et moi, c'est ce que j'aime avec le Japon, c'est que on peut aimer n'importe quelle spécialité. Exact. Au Japon, il y aura un spécialiste. Ouais, c'est ça. Il y a toujours quelqu'un d'encore plus pointu que vous au Japon. Oui, c'est ça. Même quand j'ai commencé à faire la musique, il y avait petites soirées de baile funk dans le quartier de Koenji. Je vois, c'est le quartier vieux, un peu loin du centre de Shibuya, mais il y a toujours les petites soirées underground, tu peux trouver. Ça, c'est cool.
À chaque fois que quelque chose naît, il y a un japonais. Ouais. Toujours. C'est ça. Ensuite, tu vas au Brésil, tu quittes le Japon pour commencer ta carrière. Comment ça se passe, le contact avec la culture brésilienne? Ça, c'est en fait, j'avais déjà plein des amis brésiliens au Japon, parce que il y a une grande communauté brésilienne au Japon et aussi il y a une grande communauté japonaise au Brésil. Et je connais des amis déjà à São Paulo et ils m'ont présenté des artistes et DJ aussi. Et comme ça, petit à petit, au début, j'ai commencé à rencontrer des gens et des JB. Je suis allée pour 2 mois, 3 mois. J'ai vécu au São Paulo et un peu Rio et j'ai découvert la musique là-bas. Est-ce qu'ils ont l'habitude de voir des Japonais au Brésil? Oui, en fait, il y a des Japonais, Japonais brésiliens immigrants qui habitent là-bas, donc c'était pas vraiment rare, mais les Japonais du Japon, on est tellement loin, on est venu de tellement loin, donc ils ont kiffé. Maintenant, tu es en France, le Japon est fermé depuis le Covid, c'est impossible d'y aller. Ouais. Qu'est-ce qui te manque le plus? Sushi. Ils sont pas bons en France? Ouais, c'est bon, c'est pas mal, mais c'est rien à voir avec le sushi du Japon. Ouais. Je te donnerai une bonne adresse à Paris, je te conseille d'aller chez Tenzo, 123 rue Saint-Honoré, c'est très très bon. Ah ok, très bien. On t'a posé un questionnaire avant d'écouter ton mix, on t'a demandé le morceau pour faire redécoller une soirée et t'as choisi ça. Le remix de Kélis du morceau Milkshake, TRFN remix. On t'a demandé, Tigara, le meilleur morceau pour tomber amoureux, t'en as choisi 3. Le premier c'est ça. C'est impossible de pas tomber amoureux sur ça. Ouais, ça c'est avec n'importe qui tu peux tomber amoureux. Ouais, mais des fois on regrette. Ouais. On se retrouve avec crise machin de couple et on s'est dit c'est parce qu'on a écouté ce morceau, on n'aurait pas dû se mettre ensemble. Exactement. T'as également choisi ce morceau, Tupac avec Do For Love. Ouais. Troisième morceau pour tomber amoureux, tu as choisi Video Club avec Amour Plastique. Tigara, on t'a demandé le meilleur slow et toi choisi Childish Gambino avec Redbone. Comment ça se passe pour toi? C'est quoi les projets? Maintenant, je suis en train, après le remix du Tame Novembre, de Louise Attaque avec Léa Pazzi, j'ai signé avec Sony France et maintenant je suis en train de préparer de EP, de remix, mais spécialement d'anciens tubes français. Très bien. Parce que depuis je me suis réinstallée à Paris il y a 2 ans, j'ai commencé à découvrir plus de musique français, la variété française et l'ancien tube français et je les adore. Qu'est-ce qui te plaît le plus à Paris? Le plus à Paris. Moi, j'adore la vie. C'est vraiment tranquille, de profiter de la vie, travail et vacances, les deux. Donc ça, j'adore. La mentalité française, ça va? La mentalité française, oui, j'adore. On dit souvent qu'il y a un blues. Oh non, pas trop. Moi, je peux adapter. Peut-être, j'ai voyagé beaucoup. J'ai vécu à Los Angeles, le Brésil et Londres, Paris. Donc, je peux adapter. C'est peut-être facile d'adapter. En tout cas, tu es bienvenue en France et t'es chez toi, Tigara. Merci. C'est un plaisir de t'avoir. J'espère que tu reviendras pour tes remixes. Oui, bien sûr. Mais là, on va écouter ton mix sur Europe 1 que tu nous as fait juste pour nous.